Bonjour, vous êtes intervenu hier matin dans un discours sur le communautarisme. Alors j'ai lu dans le Nouvel Observateur qu'il y avait Claude Asclovitch qui en parlait déjà dès jeudi. Il est fort, lui. Il est très fort et il a dit que vous aviez harangué les foules sur le communautarisme. C'est d'ailleurs dans un article plutôt pas mal. Donc, à mon avis, il avait pensé que l'article serait publié la semaine prochaine. Mais comme il n'a pas pu se rendre à Lille, il a un peu anticipé sur ma prestation. Mais effectivement, ils ont fait un sale coup au Nouvel Obs, c'est qu'ils l'ont publié avant que je passe à Lille. C'est-à-dire que le voyage dans le temps. Il a commenté une prestation qui avait lieu 2 jours après. C'est amusant. Mais je n'ai pas harangué la foule sur le communautarisme. J'ai fait une conférence, une dissertation sur communauté et communautarisme qui était plutôt historico-sociologico-philosophique, qui n'était pas du tout marrant. Dont le texte d'ailleurs sera sur mon site dans quelques jours. Ça, les gens pourront juger par eux-mêmes. D'accord, sur le site alainsoral.com. Ouais, je pense que une fois que j'aurai corrigé les fautes d'orthographe, je mettrai le texte. Et puis peut-être si je récupère les images, je ferai peut-être aussi la vidéo qui traîne. Alors aujourd'hui, il y a le discours de Jean-Marie Le Pen. Moi, je l'ai trouvé très axé sur la lutte contre le capitalisme financier. Alors, est-ce qu'il faut y voir un peu votre patte, celle de Jean-Claude Martinez? Les deux, en général. C'est la ligne du président, c'est la ligne du front, c'est la bonne ligne. Et depuis Valmy, on va crescendo sur une logique, une déclaration générale qui pose la grande ligne de la campagne. Et après, comme c'était un discours sur l'économie, effectivement, pour être dans l'esprit de Valmy aujourd'hui, il faut lutter contre le capitalisme financier international, destructeur d'entreprises. Et l'idée importante qui a été martelée, je crois, par ce discours, je voudrais répondre notamment à la question des gens qui ne connaissent pas le front ou qui pensent peut-être à un front il y a très longtemps. Genre le front en réalité est un mouvement politique libéral. Et là on a bien enfoncé le coup, on a dit c'est parce que Le Pen est un libéral au sens sain du terme, c'est-à-dire qu'il croit qu'un homme peut réussir en entreprenant, qu'il est profondément anti-ultralibéral, car l'ultralibéralisme financier mondialisé est le pire ennemi aujourd'hui de l'entrepreneur et du libéralisme d'échelle humaine auquel effectivement sont attachés les hommes de bonne volonté. Donc je crois que ce discours met clairement les points sur les i. Le Front National, Jean-Marie Le Pen, est, parce qu'il est libéral, un anti-ultralibéral farouche et convaincu. Et c'est même le seul qui puisse l'être sérieusement, puisqu'il il est le seul candidat sérieux du non à la Constitution européenne, qui est le cheval de Troie de l'ultralibéralisme mondialisé. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau? Parce que quand on suit le Front National depuis quelques années, il y a toujours eu cette dénonciation de l'ultralibéralisme, de la droite classique, de l'américanisation des esprits. C'était moins précis, je pense, peut-être. Non, c'est pas nouveau, je pense qu'il n'y a pas de virage du Front National, il y a une évolution. Le Front National est le mouvement du peuple de France. Les électeurs du Front National sont le peuple de France. Donc il est normal que le programme et le projet du Front National ressemblent aux attentes de ses électeurs. Le peuple de France attend qu'on le protège d'une violence qui est en train de détruire ses acquis sociaux et son bien-être. Et cette violence, c'est l'ultralibéralisme mondialisé via Bruxelles. Donc pour moi, il y a simplement le Front National est parfaitement en accord avec son électorat. C'est ça que ça veut dire. Peut-être qu'avant c'était moins clair, pas pour les électeurs, parce qu'il y a longtemps que le Front National, mais pour les journalistes, les médias qui faisaient peut-être un peu exprès de ne pas comprendre en disant le Reagan français, pour revenir à des trucs il y a 20 ans, 30 ans. Comme ça les choses. Rapport aux médias, est-ce qu'il a changé depuis que vous parlez parfois au nom du Front National? Vous avez l'impression Alain Soral des années 90, 2000, vous avez toujours le même rapport aux médias aujourd'hui ou pas? Non, moi je ne suis pas le porte-parole du Front National, j'ai rejoint l'Union patriotique et j'appelle à voter Le Pen au présidentiel. Je ne suis pas Front National. Je suis pour que le Front National accède au pouvoir parce que je pense que c'est le seul mouvement qui défend l'intérêt du peuple de France. C'est la première chose. Deuxièmement, mon rapport aux médias est assez étrange parce que j'ai été viré des médias à la suite de mon soutien à Dieudonné
Et on peut dire en gros que j'étais exclu des médias parce qu'on me soupçonnait de sympathie frontiste. Depuis que j'ai affiché ouvertement mes sympathies frontistes, les médias reviennent pour me poser la question du pourquoi de mes sympathies frontistes. Donc là, il y a quelque chose d'assez ironique. C'est que finalement, ça se passe beaucoup mieux maintenant, enfin beaucoup moins mal, on va dire, depuis que j'ai ouvertement dit que je marchais pour et avec le Front National. Quelque part, c'est grâce au Front National que je peux retenir un média. Cette semaine, il y a une petite polémique sur les médias ont parlé d'un retour de l'affaire du détail avec le terme incident pour les attentats du 11 septembre. Moi, je sais que vous avez eu des positions sur le 11 septembre qui ont parfois aussi fait polémique. Qu'est-ce que vous pourriez nous faire comme commentaire là-dessus? Ce qui est intéressant, c'est de voir que les politiques qui n'ont pas grand-chose à dire ni à proposer et les médias complices se sont jetés sur le lieu de l'affaire de l'incident en pensant que ça allait couler Le Pen. Quand ils ont vu les réactions sur les sites internet, et notamment le site du Nouvel Obs, et que 80% des intervenants disaient « vous nous faites chier, Le Pen a raison, et en plus vous n'avez que ça à lui reprendre », enfin c'est encore de la sémantique pour essayer de parler d'autre chose que de son vrai projet. Le lendemain, tout était arrêté. Bon, bref, on n'en parle plus du tout de l'incident. C'est-à-dire qu'ils ont monté le coup de l'incident, comme à l'époque ils s'étaient bien excités sur le détail, et ils ont vu que ça ne marchait plus. C'est-à-dire que quand Le Pen dit que c'est un incident, il a raison. Hein, il a raison. Je veux dire, 3000 morts, en Iran, l'embargo contre l'Irak a fait 500 000 morts chez les enfants. Bon, Belgrade a été bombardé par l'OTAN, on ne voit pas pourquoi, parce qu'il y a des caméras, parce que c'est New York et parce qu'il y a tous les médias occidentaux. D'un seul coup, l'affaire du World Trade Center, qui est un symbole très important, ces morts-là vaudraient plus cher que les morts du tiers-monde, que les morts du tsunami, que les morts qui sont tombés sous les bombes de l'OTAN à Belgrade, que les morts d'Irak. C'est Le Pen qui a raison là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que 80% des gens, y compris les gens de gauche, les lecteurs du Vox, ont dit il a raison. Donc les choses bougent là-dessus. Le politiquement correct qui ne fait que de la sémantique et du symbole, parce qu'en fait, ces gens-là ont renoncé à tout ce qui est sérieux et à tout ce qui est de gauche dans la politique, ça marche pas, ça ne marche plus. Donc ça, c'est bon signe. Mais est-ce que le fait d'utiliser le terme d'incident parce que c'est dans la comparaison du nombre de morts, etc. Derrière le 11 septembre, il y a aussi la valeur symbolique, une date historique pour la première fois, ce qu'on appelle l'Occident touché au cœur. L'Occident, New York, excusez-moi, l'Occident a été touché au cœur de nombreuses fois. Belgrade, c'est pas l'Occident pour nous? Si, tout à fait. Mais dans l'image des médias, le 11 septembre, c'est la société américaine et la société moderne, entre guillemets, qui est touchée par les pays du Sud. Et en ça, on considère que c'est une date historique. C'est peut-être ça qui gêne dans le terme d'incident, en fait. C'est un symbole très fort, surtout parce qu'il a permis aux néoconservateurs américains de changer la loi, de multiplier par je ne sais pas combien le budget de l'armée, de réenvahir l'Afghanistan, de raser pratiquement l'Irak de la carte. Donc effectivement, c'est en ça que c'est tragique, le 11 septembre. C'est tout ce que ça a permis derrière, mais en soi, effectivement, c'est quelque chose d'assez tragique. Ça ne m'amuse pas du tout. C'est un symbole fort, c'est quelque chose de très impressionnant. Mais c'est vrai qu'il y avait une obscénité, notamment dans le livre de Becbédé, qui était de dire que c'était en gros l'événement le plus grave depuis Hiroshima, ou je ne sais pas où. Alors que c'est plutôt un événement qui ressemble à Pearl Harbor qu'à Hiroshima, vous voyez, si on veut faire un parallèle. Et alors moi j'aurais pas employé le mot incident, mais je pense que Le Pen doit être agacé de ce deux poids deux mesures systématique qui consiste à toujours à dire et à faire comme si un mort américain valait beaucoup plus cher qu'un mort du tiers-monde ou un mort d'une société historique plurimillénaire comme la société irakienne. Que ce soit Le Pen qui le fasse comprendre et le dise, c'est assez intéressant. On soupçonne de racisme, anti-migrationnisme, pour de mauvaises raisons. Une fois de plus, il a été un peu... il a osé quelque chose. C'est une politique qui ose. Les autres ne faisant que naviguant qu'en fonction des études de marché, de la segmentation de marché, les autres qui sont dans le pur marketing. Ça prouve que ça reste un individu avec un point de vue, capable de prendre certains risques. L'affaire de l'incident révèle que Le Pen est un authentique homme politique et un être humain. C'est pas un robot.
Alors dernière question, je vous avais interviewé il y a quelques mois au moment de l'affaire de Sciences Po, au moment où vous avez rendu public votre rapport au Front National. Et vous aviez beaucoup parlé sur vous êtes républicain, national républicain, et j'ai parfois l'impression que ça peut avoir une dérive sur le jacobinisme. Et le problème dans votre discours... C'est vous qui avez un problème avec le jacobinisme. Moi, j'ai aucun problème avec le jacobinisme. Alors, moi, le problème que j'ai avec le jacobinisme, c'est que quelque part, je trouve que c'est... on tend vers une dérive vers une négation des identités. Et non, moi, je suis... moi, mon truc, c'est des régions fortes pour une nation forte. Le bilinguisme ne me gêne pas du tout. Au contraire. Et moi, je crois que celui qui a instauré en France le jacobinisme, c'est Louis XIV. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que pour... bah oui, les élèves bretons, les élèves flamands n'ont pas été empêchés par Louis XIV d'apprendre le breton et le flamand. Ça a affaibli les provinces françaises pour un pouvoir totalisant et concentré à Versailles. Et les Jacobins n'ont pu faire ce qu'ils ont fait que parce que ça avait déjà été préparé avant eux. Moi, c'est ma théorie. Comme Staline n'est jamais qu'un tsar et Mao un empereur. Vous voyez, je crois pas que je crois pas aux ruptures intégrales. Je crois pas qu'on peut fabriquer dans des temps très courts de la différence politique intégralement. On fait toujours avec ce qu'il y a. Voilà. Donc moi, je suis pour des provinces fortes, pour une nation forte. Je suis pour la conscience de l'enracinement, il n'y a aucun problème. Mais je ne mets pas l'œil fixé sur le problème jacobin. Là, vous parlez plutôt de la Troisième République, qui était un autre problème, c'était de faire l'unité du pays, parce qu'il y avait la question du chemin de fer à l'époque. Il fallait que les gens aient une vision globale de la France. Il fallait que les trains arrivent à l'heure. Il fallait que dans chaque ville, il y ait une gare avec une horloge qui marque la même heure. Il y avait derrière ça un certain progrès objectif. Donc je ne défends pas le jacobinisme, mais je veux dire, je trouve que ce n'est pas le problème aujourd'hui. La destruction aujourd'hui de la conscience identitaire ne se fait pas par le jacobinisme. Aujourd'hui, elle se fait par comment dirais-je, la world culture. Hein. C'est plutôt par ça qu'on se fait. À la limite, aujourd'hui, défendre la chanson française, ce qui serait peut-être jacobin, c'est plutôt positif, hein, plutôt que de faire l'apologie des disques de Yannick Noah en tant que disques qui ont parfaitement réussi le métissage. C'est de la très mauvaise musique. Donc moi, je comprends ce que vous voulez dire. Nos ancêtres les Gaulois, ça peut avoir un petit côté abusif. Ça avait une fonction politique à une époque, une fonction d'unification pour une plus grande efficacité. Mais j'ai pas l'œil rivé sur le jacobinisme. En revanche, je suis moi pour le bilinguisme, il n'y a aucun problème. Qu'un breton parle très bien français et très bien breton, c'est bien, parce que plus on parle de langue, mieux c'est. Qu'il ait conscience de son histoire, c'est très bien. Et le miracle français, c'est que moi je suis savoyard à 100% et français à 100%. Je n'ai jamais opposé les deux. Un auvergnat se sent très auvergnat et très français. Et le miracle français, c'était que quand on allait voir l'équipe de France jouer, l'auvergnat, le savoyard et le breton avaient les larmes aux yeux quand la France gagnait ou quand elle perdait, tout en restant parfaitement auvergnat, et parfaitement breton, et parfaitement savoyard. On a réussi ce miracle-là, de cette superposition d'identité nationale et d'identité régionale sans aucun conflit. Sauf après pour peut-être le problème basque, un peu corse, un petit peu breton. Globalement, on avait réussi. On n'a pas... le jacobinisme dont vous parlez n'a pas éradiqué les cultures régionales. Je veux dire. Ça ne les a pas éradiqués, mais parce qu'il y a une défense des cultures régionales. Mais il y a une époque où la République a été très gentille. Elle a essayé d'uniformiser le pays. À une époque, c'était peut-être nécessaire. Les cultures régionales sont restées quand même très présentes. Elles sont en danger depuis 20 ou 30 ans, depuis que le jacobinisme a disparu. Donc c'est pour ça que l'explication n'est pas la bonne. Et aujourd'hui, ceux qui réhabilitent les cultures régionales, c'est souvent les fédéralistes européens, le font pour des raisons perverses, c'est-à-dire que c'est pour affaiblir la nation, dans le but d'imposer un fédéralisme européen, qui est quand même dans le but de la destruction de la nation pour le triomphe de l'Europe fédérale de Bruxelles. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier des amis européens du régionalisme. Il y a des amitiés que je refuse. Hein. Moi je suis un régionaliste jacobin. Voilà. Et je me méfie du régionaliste bruxellois. Parce que celui-là, je sais quel est son projet. C'est la disparition de la France
pour la soumettre à l'Organisation mondiale du commerce. Et le régionalisme dont vous parlez, c'est un McDonald's en Bretagne avec le McDo en breton, un McDonald's au Pays Basque avec le McDo en basque, et un McDonald's en Corse avec le McDo en Corse. Ça m'intéresse pas du tout. Et c'est ça le régionalisme de Jacques Lang. C'est pas le mien. Bien, je vous remercie et puis bonne soirée. Merci à vous.